Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons-en, le Mageco en collaboration avec le mensuel IJ. Cette semaine, nous allons parler de l'engagement. Il y a quelques jours, lors d'une rencontre avec le Sablé Jean-Eudes Tesson, qui est président de l'UDEDIC, il m'a dit « S'engager, c'est sortir de sa place de parking pour entrer en mouvement, mais pas entrer dans une zone de danger. » Alors, il y a différentes formes d'engagement politique dans les chambres consulaires, les syndicats, les associations, mais aussi les clubs de sport. Et on va voir dans cette émission que certains osent l'engagement avec son lot de joie, mais aussi de charge mentale supplémentaire. Et d'autres hésitent, renoncent par manque de temps, par peur d'impact sur leur image publique ou par risque juridique. Alors en 2025, ça veut dire quoi s'engager quand on est chef d'entreprise? C'est ce qu'on va décrypter avec vous, Mathieu Marin, bonjour. Bonjour Berry. Vous êtes journaliste économique à l'IJ. Alors ça vaut le coup ou pas de s'engager quand on est chef d'entreprise? Eh bien Berry, avant d'y répondre, commençons par rappeler ce que signifie aujourd'hui le mot engagement. Le dictionnaire Larousse le définit ainsi, c'est l'acte par lequel on s'engage à accomplir quelque chose, une promesse, une convention, un contrat, une notion souvent associée au monde juridique ou politique. Mais dans les faits, le terme couvre un spectre extrêmement large. Chacun y voit quelque chose de différent selon sa sensibilité et sa manière d'agir. Pétition, soutien à une cause, action collective. Mais pour beaucoup de dirigeants, s'engager signifie surtout porter la voix d'un collectif, défendre un intérêt partagé, et il s'exprime dans des espaces très variés. La forme la plus visible reste bien sûr l'engagement politique. La France compte plus de 500 000 élus locaux ou nationaux, selon la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques. Parmi eux, on retrouve des chefs d'entreprise dans les fonctions de maire, adjoints ou conseillers municipaux. Ils veulent apporter du pragmatisme à l'action publique et se retrouvent plongés dans la gestion du quotidien, tout en découvrant le temps long institutionnel nécessaire pour développer et mettre en œuvre leurs projets. Alors, on se doute que c'est quand même dans l'associatif qu'il y a le plus d'engagement, puisque selon l'INSEE, il y a 1,3 million d'associations qui sont en activité en France, 16 millions de bénévoles actifs, et dans notre région, ça donne quoi? Eh bien, au Berry, dans notre région, le saviez-vous, mais ce dynamisme est particulièrement fort avec 80 000 associations. Si l'on effectue un zoom sur la Vendée, on dénombre à elle seule près de 15 000 structures associatives, soit 130 000 bénévoles, et cela équivaut à 17% de la population. Gérer un budget, recruter de la main-d'œuvre ou trouver des partenaires, par exemple, devient le quotidien de nombreux dirigeants. Un engagement concret, directement au contact du terrain, pour maintenir une activité parfois essentielle à la vie de certains villages. Enfin, l'engagement au sens large, comme on l'a défini un peu dans cette émission, il peut se matérialiser dans les chambres consulaires ou les organisations patronales. En France, plus de 4000 chefs d'entreprise siègent dans les CCI, par exemple, et cette dynamique ne se limite pas aux grandes structures nationales. À l'échelle vendéenne, le maillage est assez conséquent. On dénombre plus de 80 organisations patronales et consulaires. Alors cela va des syndicats agricoles aux fédérations du bâtiment, en passant par les comités de pêche et groupements d'artisans ou de commerçants. Autrement dit, un tissu extrêmement dense où les dirigeants bénévoles jouent un rôle d'intermédiaire entre l'État, les collectivités et le terrain économique. Mais alors c'est quoi, Mathieu, les moteurs? Qu'est-ce qui fait que les dirigeants choisissent de s'engager? Alors plusieurs motivations reviennent régulièrement. D'abord, il y a le sens du collectif et de l'action publique. Beaucoup ne veulent plus rester spectateurs. Cette envie de faire est un moteur puissant. Ils veulent par exemple éviter la fermeture d'un service public, la disparition d'un club sportif ou culturel, ou bien reprendre des projets en difficulté. Enfin, il y a cette idée de citoyenneté économique. Certains estiment qu'ils doivent rendre au territoire ce qui leur a permis de construire, ce qui leur a donné. On l'avait d'ailleurs évoqué, souvenez-vous, dans l'une de nos récentes émissions, le miracle économique vendéen à l'épreuve d'un monde qui change. Dans ce modèle, fait de plein emploi, de solidarité, d'un format ancrage territorial, ces dirigeants considèrent leur parcours non pas comme une réussite individuelle, mais comme un capital à partager. Autre facteur de motivation, la valorisation personnelle existe aussi. L'engagement, il donne de la visibilité, de la reconnaissance. On peut aussi évoquer le développement des compétences. Et puis il y a le pouvoir, un moteur un peu plus tabou. Toute fonction d'élu comporte une capacité d'influence. Ce moteur peut être positif, bien sûr, s'il s'exerce au service de l'intérêt général. On voit par contre que quand même cet engagement qui soit bénévole, associatif, et surtout quand c'est des fonctions de cadre dans les associations, il est en baisse. Pourtant, on n'en a jamais eu autant besoin. C'est quoi ce qui freine? C'est quoi les limites de cet engagement? Eh bien, les limites, elles sont nombreuses et elles freinent aujourd'hui beaucoup de vocations. D'abord la charge mentale, des réunions tardives, des sollicitations constantes, le manque de reconnaissance, tout cela pèse lourd. Toutefois, cette situation ne se résume pas à une accumulation de difficultés individuelles, elle s'inscrit dans une transformation plus profonde de notre société. On observe en effet une défiance croissante envers les institutions qui fragilisent le lien entre citoyens et instances de décision. À cela s'ajoute une véritable fatigue démocratique nourrie par un sentiment d'inefficacité ou de complexité du système, ainsi qu'une fragmentation des collectifs. Si l'on prend l'exemple politique, Aubery,
Depuis juillet 2020, plus de 2000 maires ont démissionné, 2000. Selon les dernières données de l'Association des maires de France, cela représente environ 6% des premiers magistrats élus il y a 5 ans, soit en moyenne 40 démissions par mois. Ensuite, on peut noter la complexité juridique. L'encadrement renforcé des conflits d'intérêts associés à des responsabilités pénales de plus en plus strictes constitue une source majeure d'inquiétude. C'est d'ailleurs précisément ce que couvre l'actualité législative. La proposition de loi créant un statut de l'élu local, adoptée au Sénat fin octobre, doit être examinée dans les tout prochains jours à l'Assemblée nationale. Cette proposition de loi prévoit notamment d'assouplir la définition de la prise illégale d'intérêt, d'améliorer les indemnités, la retraite des élus, le retour à l'emploi, mais surtout de lever les freins à l'engagement. L'objectif est clair, redonner de l'attractivité aux mandats locaux. Et alors cet engagement, quand on le fait et qu'on est chef d'entreprise, ça a quoi justement comme impact sur notre entreprise, nos équipes, etc. Quand un dirigeant s'engage, cela rejaillit directement sur son entreprise. D'abord parce que cela l'oblige souvent à déléguer une partie de ses responsabilités. Et paradoxalement, cette délégation fait grandir l'organisation. Les équipes gagnent en autonomie, développent de nouvelles compétences, assument des missions qu'elles n'avaient jamais eu à porter. L'engagement ouvre aussi l'entreprise vers l'extérieur. Les réseaux permettent de partager des méthodes, de découvrir d'autres façons de faire et d'anticiper des décisions politiques parfois 1 ou 2 ans avant leur application, ce qui donne un temps d'avance stratégique et une capacité d'adaptation plus forte. Mais, il y a aussi la phase plus fragile. Le dirigeant est moins disponible. Ces semaines dépassent largement les horaires habituels et cela peut créer une tension sur son propre équilibre personnel. L'organisation doit alors absorber cette absence, tenir le rythme et parfois gérer des zones d'autonomie nouvelles. Alors ça, c'était le ruissellement à l'intérieur de l'entreprise, mais plus généralement sur le territoire, qu'est-ce que ça a comme impact ces entrepreneurs qui s'engagent ? Eh bien, dans notre département, beaucoup de dirigeants s'engagent bien au-delà de leur entreprise en rejoignant des réseaux. Je peux vous citer le Club du Vendée Globe, par exemple, le petit dernier, le Vendée Business Club ou le Cercle Vendéen, plus connu. Des espaces de réseau qui œuvrent en coulisses pour dynamiser et donner un sentiment d'appartenance au territoire. D'ailleurs, la Vendée se distingue par un écosystème patronal particulièrement dense, où de nombreuses instances, comme le Vendée Globe, comme le MEDEF Vendée, qui fédère plus de 3600 entreprises, mobilisent des dirigeants bénévoles pour représenter leur secteur et accompagner TPE et PME. Cet engagement répond aussi à une réalité, la solitude du dirigeant. On en parle d'ailleurs de plus en plus. Les réseaux deviennent alors des espaces de confiance où l'on partage tensions sociales, trésorerie, erreurs de management par exemple, et où l'on construit surtout des solutions collectives. Ils jouent également un rôle de formation continue, à l'image du réseau Entreprendre Vendée. Enfin, parmi ces espaces, et je voulais l'évoquer avec vous Aubery, le CJD, le Centre des jeunes dirigeants, occupe une place à part. Présenté comme le plus ancien mouvement patronal de France, il a été fondé en 1938. Il rassemble aujourd'hui plus de 5000 dirigeants et a pour vocation de mettre l'économie au service de l'homme. Toutefois, cette organisation ne se limite pas à former, selon le doctorant en sciences politiques à l'université Paris-Dauphine, Michael Sicochelli. À travers ses rituels, ses prises de parole et ses responsabilités internes, le CJD transforme progressivement ses membres et fait émerger ce que Michael Sicochelli appelle des entrepreneurs de la cause patronale, des dirigeants capables d'assumer pleinement une parole collective. En conclusion, Aubery, être un dirigeant engagé n'a donc plus rien de symbolique, et on le verra dans quelques instants avec nos invités. C'est un engagement exigeant, exposé, mais indispensable à la vitalité démocratique et économique de nos territoires. Dans un moment où la confiance se fragilise, ces femmes et ces hommes jouent un rôle clé, relier le terrain aux institutions, maintenir vivante la culture de l'action collective et donner du sens à l'engagement citoyen. Et effectivement, c'est ce qu'on va illustrer avec nos invités. Ils sont 3 autour de la table. Elisabeth Bricard, bonjour. Bonjour. Alors vous allez plutôt nous parler de l'aspect club sportif, puisque vous êtes la présidente du Haut-Glis. C'est le seul club de hockey vendéen qui est basé à La Roche-sur-Yon. Et dans votre vie de tous les jours, vous êtes conseillère en gestion de patrimoine pour le cabinet FH Invest. Philippe Gaborio, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ancien maire de Dompierre de 2008 à 2020 et aujourd'hui vous êtes président d'Alégina. On va voir avec vous cet impact du mandat local, ce retour à l'emploi d'après qui est prévu notamment par cette loi qui est débattue en ce moment à l'Assemblée nationale. Et Pascal Rousselot, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président de la Fédération du bâtiment en Vendée. Vous êtes aussi gérant associé à DVB qui est une entreprise qui est basée au Poiré-sur-Vie. La Fédération du bâtiment, c'est 600 entreprises et 10 000 salariés quand même dans notre département. Avec vous, on verra cet engagement syndical, comment est-ce qu'on défend un intérêt collectif plutôt qu'un intérêt propre. Mais je voudrais qu'on reparle de cette actualité avec vous, Philippe Gaborio, cette loi justement qui redéfinit, qui essaye d'un peu mieux protéger les élus locaux. Vous l'avez été, vous avez été maire de Dompierre. C'était quoi les difficultés que vous aviez rencontrées particulièrement ?
Je ne sais pas si je peux rentrer par cette question des difficultés. On peut commencer par les grandes satisfactions si vous voulez. Hein. Oui, je crois. Enfin, moi, j'entends beaucoup, et je comprends que la situation est sans doute plus compliquée que celle que j'ai pu connaître. Mais c'est vrai que j'ai souvent entendu et j'ai pas souvent adhéré à ces questions-là. C'est difficile d'être maire, c'est compliqué. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise. J'ai envie de dire co-chef d'entreprise parce qu'on est 3 dirigeants. C'est compliqué aussi. C'est plus compliqué ou c'est pas plus compliqué ? C'est compliqué aussi. Donc, à partir du moment où on s'engage, où on va se confronter à des choses forcément complexes, des choses qui vont mettre en jeu beaucoup de gens, mettre en jeu du collectif, les choses vont être compliquées. Après, moi, j'ai pas le souvenir de choses qui étaient plus compliquées en tant que maire qu'aujourd'hui en tant que chef d'entreprise. Je dirais ce qui est compliqué, c'est sans doute d'arriver à gérer des emplois du temps qui sont infernaux. Tout le monde a l'air d'accord autour de la table. Cette question-là, c'est aussi évidemment les impacts sur ce qu'on pourrait faire d'autre, sur la vie personnelle, sur les projets, sur les loisirs, bien évidemment. Mais je dirais que ça fait partie des choses dont on doit avoir conscience quand on s'engage. Alors, moi, j'ai pas envie de dire en politique, parce que j'ai pas eu le sentiment de m'engager en politique. Je me suis engagé dans l'action publique. Pour moi, c'est différent. Je me souviens d'échanger à l'approche de périodes électorales avec des gens qui disaient, moi aussi, je suis sur une liste, on va être élu, je vais être maire. Je disais, réfléchis bien, parce que le lendemain d'élection, c'est un sacré poids qu'on a sur les épaules. Donc il suffit pas de dire j'y vais pour gagner. Je crois qu'il faut y aller pour réussir. Et c'est évidemment quand on est élu maire, c'est sur un programme. Et donc un programme, c'est ce que je vais faire, ce que je m'engage à faire. Et évidemment, ça veut dire qu'il va falloir accepter et supporter toutes les contraintes. Mais la satisfaction d'agir pour les autres et vient largement compenser ce que ça coûte personnellement. Elisabeth, vous avez repris le club, alors repris, vous voyez, je parle déjà comme une entreprise alors que c'est une association. En tout cas, vous avez décidé de vous engager dans le club de hockey alors qu'il était très mal en point. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé d'y aller ? Moi, je l'ai fait pour mon fils. Parce que mon fils, c'était son club, c'est son sport. Donc je l'ai fait pour lui à la base. J'étais aussi partenaire, parce que j'ai avec le cabinet FH Invest, je suis co-gérante aussi du cabinet. Donc je l'ai fait pour lui à la base. Et puis vous le faites aussi pour les licenciés qui sont là. On peut s'engager en disant je vais encadrer 1 ou 2 sorties de hockey ou assister à un entraînement. Pas. Vous y êtes allé direct quand même. Oui, direct. Non, absolument pas. On s'engage pas du tout pour ça. On s'engage pour relever un club, pour relever une dette, pour aller chercher des licenciés, aller chercher de l'argent, et puis faire que ce club en fait fonctionne correctement et surtout avec des valeurs auxquelles on tient énormément, et puis que le résultat est là et que ce qu'on a fait c'est chouette quoi. Très concrètement, comment est-ce que ça s'est passé pour que vous arriviez à relever le club quand vous vous êtes engagé ? C'est 8 motivés à la base. 8 personnes motivées où on reprend un bureau à bout de bras, sans clé du camion qu'on ne nous a pas laissé. Et puis, c'est le gérer comme une société, puisqu'en fait, aujourd'hui, un club de sport, il y a des salariés, il y a des... ça se gère exactement pareil. Il y a des salariés, il y a les licenciés, ce sont c'est des adhérents qui attendent aussi quelque chose du club, donc pour leurs enfants, pour eux-mêmes. Donc, il faut le gérer avec des pas mal de complexitude aussi. Donc, c'était quoi les grosses complexités que vous avez rencontrées ? Les trous dans les catégories. C'est-à-dire qu'en fait, le mineur avait été mis complètement à l'abandon. Et donc, pour un club de sport fonctionne avec une équipe fanion, mais l'équipe fanion ne fonctionne pas sans mineur. Ça, c'était vraiment le gros point à faire. Il fallait vraiment recruter. Donc, c'est du recrutement. Et alors, vous avez activé quel levier avec vos 8 paires de bras super motivés ? Alors, il n'y a pas que 8 paires de bras. Enfin, c'est une réussite de club, c'est pas une réussite de 8 personnes. C'est hyper important. C'est les parents aussi qui étaient motivés
dans les petites catégories où on s'est fait Décathlon, Losi, Place Nap, les forums, enfin tout ce qu'on a pu faire comme manifestation. Que nos enfants viennent pour montrer ce que c'est que le hockey sur glace, et même si c'est sur de la terre battue ou de l'herbe, mais montrer ce que c'est. Et puis, du coup, faire ça depuis des années, depuis 8 ans qu'on a repris le club, et ça fonctionne très très bien. Parce qu'aujourd'hui, on a le nombre de licenciés qui a doublé. Pascal Rousselot, vous êtes président d'une fédération professionnelle, donc l'engagement est un peu différent puisque finalement c'est dans la continuité, même si je suis sûre qu'il y a aussi des continuités avec nos deux autres invités. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous présenter à la présidence de la fédération du bâtiment ? Alors, ce n'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. J'ai pas souhaité la présidence de la fédération du bâtiment. Autant lorsqu'avec mon associé on s'est inscrit dans la reprise de DVB, là il y avait en fait une vraie ambition commune de tous les deux, en fait d'acquérir une société et avec des objectifs bien précis. Malgré cela, la fédération était quelque chose, une fédération que je connaissais depuis longtemps, puisque mon ancien employeur en avait été le président durant 6 ans, donc j'avais une parfaite connaissance de cette fédération-là. Et en tant que chef d'entreprise, je souhaitais aussi, bien évidemment, y adhérer, mais pas en tant que simplement adhérent, mais déjà participer au moins à la politique de l'entreprise, de la fédération. C'est joli votre lapsus, non, mais finalement. le lapsus est là parce qu'en fait les fonctionnements sont pas totalement différents dans l'approche, en fait, c'est ce que je souhaite. Et naturellement j'en suis venu au bureau. Et là, Hélène, donc ma présidente de l'époque, a été élue à l'échelon régional. Et à ma grande surprise, un jour elle m'a demandé à me rencontrer et en fait, elle est venue me proposer la présidence, alors que je ne m'y attendais pas du tout. Donc là, j'étais pas du tout, absolument pas prêt à cette présidence-là. Je me suis hâté d'aller en échanger avec mon associé, d'en échanger avec ma femme, bien évidemment, et tous les deux m'ont dit vas-y, il faut y aller, en fait, ça se représentera qu'une fois dans ta vie, et tu remplis toutes les qualités justement pour remplir ce type de poste. Et c'est comme ça que je suis rentré dans ce poste de présidence. Je n'avais pas compris ce que c'était, ce que ça représentait. Je l'ai compris le soir de l'Assemblée générale, où là, bien, lors de l'élection, bien, Hélène s'efface, et là, j'arrive à la lumière. Et tout le monde s'intéresse à moi, et tout le monde me découvre. Et là, je dis, mais c'est pas possible. Alors là, on parlait de poids tout à l'heure, et là, j'ai vraiment mesuré le poids de la présidence. Je n'y étais pas prêt. Et là, bien évidemment, c'était, en fait, on mesure la grandeur du poste. Donc voilà, maintenant, donc ça fait 2 ans que j'exerce. J'étais nouvellement élu parce que j'avais juste un mandat de 2 ans. J'étais nouvellement élu et maintenant j'ai vraiment de l'ambition, si vous voulez, dans ce poste de présidence. Et j'ai maîtrisé, j'ai compris ce que je pouvais apporter durant les 3 années qu'il me reste dans mon mandat à cette fédération vendéenne du bâtiment. Et il faut noter justement que cette fédération, c'est quand même 600 entreprises et 10 000 salariés. Vous représentez, là, vous devez représenter un ensemble d'entreprises et plus seulement la vôtre au Poire et Survie. Alors voilà, et c'est là, en fait, la grande difficulté, je dirais, ou l'exercice intellectuel que l'on doit faire dans toutes les représentations, c'est qu'en fait, c'est oublier l'activité de son entreprise. Surtout, alors moi je suis un peu en décalage dans l'entreprise parce que nous sommes en grand développement et on a des entreprises actuellement qui sont en difficulté et je me dois de défendre les intérêts de ces entreprises, mais quelque part sans oublier les miens non plus. Et là il y a un exercice bien sûr d'équilibriste à faire pour parler au nom de toutes les entreprises. Mais comment vous faites justement, parce que ça paraît s'oublier au profit du collectif, mais en même temps ça reste votre entreprise, votre bébé, vous avez un co-associé, vous l'avez dit, en développement. En fait, quand j'enfile la chemise FFB, j'oublie quelque part, je mets en veille le côté chef d'entreprise DVB. Je mets vraiment au service du collectif FFB. C'est un exercice délicat et je pense pour être efficace, il ne faut travailler que de cette manière-là. C'est pas possible. On ne peut pas, si on veut avoir de la crédibilité aux yeux de tous les adhérents, il est vraiment nécessaire de parler de cette manière-là, d'agir de cette manière-là également pour représenter vraiment tout le monde. Et là, on a toute crédibilité à le faire.
Philippe Gamarieux, je vous voyais sourire pour pas dire rire quand Pascal disait c'est au moment de l'Assemblée Générale où pouf, ça m'est tombé dessus. Oui, non, mais ça je comprends. Alors, bon, sur la question de maire, ça a été un petit peu particulier parce que moi je l'ai souhaité, je l'ai préparé pendant plusieurs années avec une équipe. Hein, et donc le fait de réussir en 2008, ça faisait partie c'était le projet du projet. Mais je me souviens quand même de réveil le lundi matin, et je l'ai senti physiquement sur la nuque. C'est comme si paf, ça vous tombe dessus en disant bon, maintenant effectivement on se tourne vers toi, puis on attend maintenant comment tu vas faire, et puis voilà. Donc ça évidemment ça tombe un petit peu dessus. Il m'est arrivé aussi de me retrouver en présidence d'une fédération. Quand j'étais maire, je suis entré à un moment donné un petit peu comme ce que tu racontes. Hein. Tu rentres au conseil d'administration parce qu'on te sollicite, une fédération nationale, et puis tout d'un coup il y a des événements qui font que le président décède brutalement. Le président doit être un élu. Je suis le seul maire dans ce conseil d'administration, et donc on me dit donc je fais candidature et puis je suis président d'une fédération. Et là aussi, on découvre, quoi, parce que on peut se dire sur ce genre de choses, c'est honorifique. Hein, on est président, mais il y a du monde qui travaille. Et puis tu commences à t'intéresser à l'organisation, puis tu comprends que ça va pas pouvoir fonctionner comme ça. et là, il faut s'y coller, et puis ça devient effectivement quelque chose de passionnant, mais d'hyper complexe, parfois, de très 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 compliqué. Puis en même temps, c'est, vous disiez tout à l'heure, une notion de pouvoir d'agir. Hein. À un moment donné, on voit les choses, on voit ce qui fonctionne pas bien, et puis on a envie d'y apporter des solutions parce que c'est un monde qu'on connaît, qu'on comprend, et j'avais ce sentiment-là quand j'ai préparé ma candidature de maire. C'était je me disais, c'est un petit peu comme un artisan qui regarderait l'autre travailler, puis qui dirait tiens, moi j'aurais peut-être des méthodes aujourd'hui plus modernes ou différentes, plus collectives. Et il y a cette envie qui vient en disant mais je pense que je peux apporter quelque chose. Donc il y a cette idée-là, et qui pour moi est le moteur aussi de l'engagement. C'est de voir, c'est de comprendre des choses, puis de se dire à partir de là, faut y aller, quoi. Et justement, quand vous avez été élu maire en 2008, il y a bien sûr la légitimité démocratique. Mais quelles ont été vos ressources on n'est pas forcément compétent dans tous les domaines, hein, bien sûr, qu'on arrive à la tête d'une ville de plus de 4000 habitants. Comment vous êtes appuyé sur quel type de ressources, notamment les services? Votre candidature, elle était préparée depuis 7 ans, de toute manière. Oui, c'est ça. Il y avait déjà une équipe qui était constituée à l'époque. Je crois on devait être 23, je crois, sur la liste. Donc, en 7 ans de préparation, on s'organise. On sait déjà quelles sont les compétences. On a travaillé les dossiers. Donc, le programme, on l'a. Donc, il y a les équipes, évidemment, d'élus, mais voilà, il y a aussi, vous savez, quand vous êtes 23 candidats, il y a le maire qui croit très fort, et puis ceux qui portent aussi. Puis il y a ceux qui s'attendent pas forcément à ce que ça marche, et qui là aussi se retrouvent un petit peu en charge, et c'est aussi compliqué pour eux. Donc il y a les équipes municipales, et puis vous avez votre organisation en tant que collectivité. Il y a des services, mais là aussi, en arrivant, vous allez découvrir ce qui marche bien, ce qui marche pas bien, et puis ça va être là aussi compliqué. Mais vous devez vous appuyer sur cette organisation. Alors il faut à la fois la transformer, parce qu'elle en a besoin, tout en s'appuyant sur elle et en l'entraînant. Et ça, je dirais que sur mon premier mandat, ça a certainement été la partie la plus complexe. Et sur mon second mandat, j'avais une équipe avec un directeur général des services, avec une organisation, une véritable organisation. Et à ce moment-là, ça devient beaucoup plus. Et puis il y a les usagers, il y a les habitants, et dès le départ, et ça tenait aussi à mon parcours
professionnelle antérieure où je m'étais fortement occupé de démocratie participative, d'action associative, où là j'ai entouré notre action municipale de multiples instances de participation des habitants. Alors là c'est pareil, c'est pas simple parce qu'il suffit pas de dire vous faites un groupe puis vous faites ce que vous voulez. Vous générez aussi des attentes. Vous avez aussi quelque part un peu à manager, à organiser ça, à faire que ce sera cohérent aussi avec votre projet, que ce sera aussi accepté par vos services. Vous savez, c'est pas toujours évident quand on met l'habitant dans l'action publique. Mais voilà, donc effectivement, vous disiez, ça m'évoque une expression que Jacques Auxiette, que j'ai bien connu, qui était maire de La Roche-sur-Yon, disait attention, le lendemain de l'élection, vous êtes légitime, mais vous n'êtes pas compétent. Ne confondez pas la compétence et la légitimité. La compétence, elle va forcément s'acquérir. Vous allez faire des erreurs et puis vous allez monter et l'ensemble de ceux qui travaillent avec vous vont monter en compétence et c'est un peu comme ça que ça va se passer pour tout le monde, quel que soit l'engagement. Philippe, on vous entendait, vous c'était des services, c'était des salariés. Vous, Elisabeth, quand vous avez repris le club qu'il a fallu restructurer pour le relever, vous étiez face à des usagers licenciés, à des bénévoles. Comment vous avez réussi à faire cette transformation ? Enfin, c'est-à-dire parce qu'en fait, nous, un club de sport fonctionne effectivement avec un bureau et des licenciés. Après, nous, on voulait redevenir un club familial. C'était le projet de départ, avoir un nombre de licenciés supérieur à ce qu'il y avait, et aussi, il fallait aussi trouver des partenaires. Donc déjà, il fallait trouver des partenaires. Alors nous, on a la chance d'être en Vendée, parce que malgré la conjoncture, etc., nous, ça se passe plutôt bien. Et il fallait surtout montrer patte blanche. Je veux dire, on avait un trou de plus de 200 000 euros en moins. C'est énorme. Donc merci encore une fois à la ville qui nous a énormément soutenus, mais il a fallu aller chercher de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, un club de sport, c'est comme une société, ça fonctionne avec de la trésorerie. Et là, c'est un travail de titan. Mais ça se fait, et puis en fait, on raconte une histoire, on raconte notre projet, et puis ça fonctionne en fait. Et puis, comme les partenaires voient que ça fonctionne, comme les licenciés voient que ça fonctionne encore. C'est quoi le truc en plus, si je peux dire un peu familièrement, que vous avez apporté en tant que chef d'entreprise ? Parce que des présidents d'associations, c'est pas toujours des chefs d'entreprise. Ça peut être des gens qui n'ont pas du tout l'habitude de la gestion, qui n'ont jamais été employeurs et qui deviennent parfois employeurs aussi. Alors, en fait, on avait un bureau surtout de chefs d'entreprise, de licenciés, de joueurs, de parents. Et ça aide. Parce qu'en fait, on sait de quoi on parle. Alors, avant de parler de chef d'entreprise, on parle de notre club. C'est notre club. Ça, c'est super important. On veut qu'il fonctionne. Donc ça, c'est une motivation énorme. Ensuite, en tant que chef d'entreprise, c'est justement connaître les petites failles qu'il peut avoir sur les cotisations sociales et patronales que nous avons tous. Et justement, et c'est ça qui a fait aussi la perte du club. Enfin, pas la perte du club, mais cette situation compliquée. Ouais, cette chute qu'il y a eu. Parce que effectivement, quand on emploie des joueurs ou des salariés en tant qu'entraîneur, il y a des charges. Ça, à mon avis, l'ancien bureau ne savait pas. Il y a des choses à respecter et c'est pas du tout une critique et c'est pas un gros mot, mais qu'un salarié lambda des fois ne connaît pas. Et du coup, c'est cette valeur ajoutée qu'on a d'avoir une constitution de bureau où justement on a chacun nos compétences. Et qui du coup fait monter aussi en compétence les autres. C'est exactement ce que disait, c'est qu'aujourd'hui on se sert en fait des compétences de chacun et de notre professionnalisme de chacun. Et c'est ça qui fonctionne. Dans ce que vous évoquez là, il y a effectivement ces difficultés, comme c'est des bénévoles salariés qui n'ont pas cette vue globale. Il y a quand même une part de risque, Mathieu le disait dans son décryptage, il y a du risque juridique. Je pense notamment à vous, Pascal. Est-ce qu'il y a un risque aussi, à un moment donné, de conflit d'intérêts ? Comment vous faites pour évaluer les risques de cet engagement ? Alors, le conflit d'intérêts, bien évidemment, il faut l'avoir à l'esprit, il faut bien rester en dehors de tout ça. C'est quelque chose qui peut parfois, de par nos rencontres, bien évidemment, en tant que président, on va rencontrer des chefs qui sont des chefs de projet, enfin des maîtres d'œuvre qui sont à
à l'origine de projets. Alors, il est évident qu'à ce moment-là, si on est mal intentionné, on peut essayer de dire, eh bien, écoutez, pensez à moi, quoi, pensez à moi. Eh bien, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut absolument, en fait, se déconnecter de l'entreprise à ce moment-là et de se dire, je suis là, je représente bien évidemment les entreprises de la fédération. Et bien évidemment, là, alors on parlait de compétences, mais justement, dans ce travail quotidien et autour de ça, on est très bien entouré aussi à la Fédération française du bâtiment. Il y a quand même des permanents qui sont là. Des permanents, on a des experts juridiques, que ce soit dans le social, dans le droit du commerce, aussi qui peuvent nous rappeler aussi à l'ordre sur ces sujets-là. Donc non, en fait, pour moi, c'est pas un souci. Alors bien sûr qu'on a une vue, je dirais, médiatique plus importante qu'un chef d'entreprise lambda qui ne sort pas de son entreprise. Bien évidemment que ça nous met en exergue à un moment donné et qu'on parle un peu plus de la société. Dans ce sens-là, oui, on peut être avantagé sur certains marchés. Mais je pense que le choix d'un client, quel qu'il soit, lui appartient et là, voilà. C'est sûr que je suis en avant un peu plus que les autres sur la scène médiatique, mais voilà. Et juste pour rebondir sur ce que Philippe disait tout à l'heure sur les compétences, moi, ma plus grande compétence, par exemple, dans l'entreprise, en fait, quand j'y suis arrivé, j'ai amené toutes les compétences et toutes les connaissances que j'avais. Mais dans le développement économique qu'a pris l'entreprise, pour passer de 23 salariés à 90 maintenant, de 2,8 millions à 12 millions maintenant... dans le contexte qu'on connaît sur le bâtiment. Dans le contexte qu'on connaît... Je dirais les compétences, j'en avais à mettre vraiment au niveau de l'entreprise et permettre de lancer le développement. Mais maintenant, je me suis entouré de gens dans bien des domaines qui sont bien plus compétents que moi. Moi, la principale de mes compétences est mon expérience. Et c'est cette expérience que je dois mettre au service du collectif. Et cette expérience-là, je la mets au service du collectif dans l'entreprise, mais je la mets aussi au service du collectif à la Fédération française du bâtiment. Donc, en fait, la compétence aussi évolue en fonction du moment, du poste occupé, et dans le temps, et de l'âge, bien évidemment. Et moi, j'adore, par exemple, dans l'entreprise, m'entourer, alors comme dans mon bureau, comme dans mes administrateurs de la FFB, des gens de plein de parcours différents. À l'entreprise, je n'ai pas que des plombiers, électriciens issus de l'apprentissage. J'ai un banquier qui a fait une reconversion, un boulanger, en fait, vous voyez. Et ça amène quelque chose de nouveau. J'ai des gens issus du tissu économique et du terroir, mais j'en ai aussi qui viennent de l'extérieur, qui viennent un peu de partout en France et de l'étranger aussi. Et c'est ce qui fait la richesse de nos entreprises. Dans le bureau et dans le conseil d'administration aussi, dans le bureau, je voulais partager avec des gens qui arrivaient d'horizons différents, des chefs d'entreprise qui n'étaient pas du milieu du bâtiment. J'ai 2 femmes, c'est rare encore dans le bâtiment d'avoir des femmes chefs d'entreprise. J'en ai 2 qui arrivent avec deux horizons différents. J'ai une Danoise qui arrive avec toute son expérience et son vécu à l'étranger. Et j'ai une autre chef d'entreprise, Pauline, elle travaillait dans l'hôtellerie. Et elle a repris l'entreprise familiale. Et c'est ce partage d'expérience, en fait, au service d'un collectif qui est très intéressant, qui nous fait tous grandir, quoi. Ce partage d'expérience, Philippe Gaborio, ça m'interroge aussi sur vous, cette expérience de maire. Comment est-ce qu'elle vous impacte aujourd'hui dans votre position de président d'Alégina avec vos associés ? Alors, je vais répondre, mais aussi réagir à ce que disait Pascal. Par rapport effectivement à la question des compétences. Il faut avoir la compétence de savoir où on n'est pas compétent. C'est juste, ce qui n'est pas si simple que ça. Et ça s'acquiert aussi avec du temps. Aujourd'hui, sur l'entreprise, quand je disais que nous sommes 3 dirigeants, c'est une vraie réalité. C'est-à-dire que la partie industrielle, c'est pas mon histoire, c'est pas mon monde, je le découvre aujourd'hui. Mais jamais cette idée de cette start-up au départ, qui est une entreprise aujourd'hui, aurait pu se concrétiser s'il n'y avait pas eu cet apport de mon associé Thierry Didon, qui apporte son expérience d'industriel. Et puis on n'y arriverait pas si on ne s'était pas aussi entouré aujourd'hui d'Alexandre, un de ses fils. Aujourd'hui, il est sur un grand salon à Lyon pour vendre. Il a une formation de commerce international et c'est précieux. Et c'est des choses que moi, je ne sais pas faire. Par contre, ce que je
sais davantage faire, parce que mon histoire a été celle-là, c'est que le monde des collectivités locales, qui sont potentiellement aussi nos clients, sur nos produits, en particulier, je pense à nos pavés perméables à base de coquilles d'huîtres, mais aussi cette organisation, toutes ces institutions qui sont autour depuis les régions, les départements et toutes les organisations professionnelles. Moi, ça a été mon monde. Ça a été mon monde. J'ai aussi travaillé à la région des Pays de la Loire, donc vous êtes familier avec cet environnement-là. Et aujourd'hui, c'est davantage ce que j'apporte dans un suivi, je dirais, qui est davantage administratif, financier de l'entreprise. Et donc ça, c'est extrêmement important. Donc mon histoire de maire et de j'aime bien dire des fois d'entrepreneur public, puisque c'est quand même comme ça que je considérais le rôle des élus. Évidemment, aujourd'hui, c'est un apport, mais j'ai souhaité garder un pied dans ce monde-là, puisque cette fédération que j'ai présidée, une fédération de villes, que j'ai présidée pendant 5 ans, je me suis mis à disposition de cette fédération. Je suis toujours bénévole en tant que délégué général de cette fédération, et ça me permet de rester en contact avec ce monde, effectivement, des villes, des élus. Engagé un jour, engagé toujours, en fait. Oui, j'ai fait le tri et des choix dans ce que je voulais conserver de ce que j'avais fait auparavant, mais c'est important. Il y a certaines compétences qu'il faut aussi entretenir et ne pas les oublier. Donc c'est aussi une façon de continuer à alimenter un petit peu la machine. Vous l'avez très rapidement évoqué, il y a cette question d'équilibre, on l'a entendu aussi dans le décryptage de Mathieu. Vous, Elisabeth, vous vous êtes engagée pour votre fils, donc il y avait un projet familial derrière. On a compris que ça vous avait pris beaucoup de temps de remonter le club avec ce collectif. Comment vous faites entre l'entreprise, la vie de famille et l'association ? On gère. Dit-elle en levant les sourcils. Je sais pas comment, mais on gère. Non, j'ai de la chance. En fait, c'est pas. Tout à l'heure, Pascal disait, j'en ai parlé d'abord à ma femme. Oui, ça m'a marqué. Enfin, moi, j'en ai d'abord parlé à mon mari, en fait. C'est quand on m'a dit, est-ce que tu peux venir au bureau, j'en ai déjà. Enfin, c'était essentiel. Mon fils était petit. Il avait 8 ans. Emma, elle avait 10 ans. Ils sont encore à l'école. Enfin bon, j'ai une entreprise à gérer, donc c'est pas non plus voilà. Et c'est une décision de couple, parce que c'est hyper important, parce que on sait que relever un club, c'est que du bénévolat, mais il faut passer énormément de temps. Et puis après, j'ai mon deuxième mari, entre guillemets, c'est mon associé. C'est pareil, je le fais pas sans lui. C'est impossible, en fait, de faire ça sans lui. Donc lui, en plus, était aussi concerné, parce que donc étant partenaire et ayant aussi son fils qui faisait du hockey, donc c'est ça aussi qui nous rapproche. Et il a dit, ok, moi je fais l'aventure avec toi, mais heureusement. Sinon, c'est impossible. Impossible. Et puis, ça serre les liens. Il y a des moments de tension énormes. Moi, la présidence, j'ai pas été balancée dedans, en fait. C'est venu petit à petit. Bon, ça sentait fort. En fait, on a eu notre président d'avant, c'était David Ribanelli, ancien joueur de hockey sur glace professionnel. Et il avait, lui, ce côté joueur. Donc, il savait nos attentes il connaissait les attentes en tant que joueur. Et il connaissait aussi les attentes en tant que président de club. Et ça, c'était top parce que il tranchait. C'est lui le président à la base, donc il tranche. Mais il tranche, il est juste, quoi, en fait. Et après, petit à petit, il m'a bien expliqué la règle. Moi, le hockey sur glace, j'y connais pas grand-chose à la base. Même les règles, encore, j'ai du mal. Donc, mais l'humain, je connais. Et l'humain, pour moi, c'est super important. Et lui, il m'a donné les clés, justement, pour que l'humain prenne moins d'importance, justement, et savoir trancher quand il faut, justement. Et merci à lui, parce que, donc voilà. Donc l'année dernière, il a fait donc un mandat de 3... Nous, on a des mandats de 3 ans. Il a fait 2 mandats parce que je lui ai demandé gentiment de continuer un 3e mandat. Et puis la saison dernière, en fait, il m'a laissé tout doucement aller vers la présidence. L'impact sur votre entreprise, vous le ressentez comment ? C'est quoi les fruits qu'il y a de l'entreprise avec votre engagement ? Nous, moi, j'ai un cabinet de gestion de patrimoine. La gestion de patrimoine, je vous rappelle, on est en Vendée, on ne dit pas combien on gagne, on ne dit pas combien est-ce qu'on a de côté. Ça, c'est pas possible. Donc, moi, ça fait depuis 2011 que je suis indépendante. Ça fait depuis 2017 que je suis associée avec François. Ça fait depuis 2005 qu'on travaille ensemble. Donc, voilà. On a aussi une reconnaissance sur le secteur.
on a des recommandations, etc. Donc on n'avait pas besoin de ça pour notre cabinet. Et il faut pas tout mélanger. Et ça, je suis entièrement d'accord. En plus, moi, je suis responsable des partenaires, donc depuis 2020. J'y vais pas pour ma société. Moi, je disais même pas ce que je faisais. Parce que j'avais pas envie de tout mélanger, parce qu'il ne faut pas tout mélanger. Si, en tant que bénévole, ou président de club, ou de fédération, etc., on le fait pour notre boulot, c'est mort. Là, ça peut pas fonctionner. C'est pas possible. C'est impossible. On le fait pour le collectif. Et ça, c'est pas toujours évident. Hein. Parce qu'en fait, il faut faire la part des choses et il y en a qui savent pas le faire. Moi, j'ai su le faire, François a su le faire, donc mon associé. Ceux qui sont dans le bureau ont su le faire aussi. Et puis, c'est pour ça que ça fonctionne. Et vous, Pascal, alors on l'a compris, hein, vous l'avez dit, il y a eu un coup de projecteur sur vous, par ruissellement de fait sur votre entreprise aussi. Bien évidemment. Mais en fait, il n'y a pas d'engagement sans plaisir. Ouais. Faut pas l'oublier, ça. Hein. Il faut pas l'oublier, en fait. S'il n'y a plus de plaisir, faut arrêter. Et moi, en fait, le rôle commercial, c'est pas moi qui le détiens, l'entreprise. C'est mon associé. Donc, pour répondre à votre question, oui, pour moi, c'est extrêmement facile, en fait, de ne pas parler de mon entreprise ou de ne pas la mêler directement, en fait, si ce n'est que par mon image, à la Fédération française. Mais je pense que oui, quand même, l'essentiel, c'est quand même le plaisir. Alors, le plaisir d'entreprendre dans l'entreprise, hein, quand on s'est engagé avec mon associé dans la reprise de DVB, en fait, on ne l'a pas fait pour l'argent non plus. Alors, bien sûr, en fait, on avait quand même des impératifs. On avait des créanciers qu'il fallait bien sûr rembourser. Mais c'était pas notre motivation principale dans l'entrepreneuriat. C'était pas ça. C'était vraiment de retrouver, en fait, des valeurs qu'on avait eu par le passé dans l'entreprise dans laquelle on s'était rencontrés tous les deux, dans lesquelles on exerçait sur La Roche-sur-Yon, avant d'être acheté par un groupe. En fait, c'est ça, on voulait retrouver ces valeurs d'avant que ce groupe ne nous offrait pas. Et quand on s'est lancé dans cette aventure-là de l'entreprise, parce que c'est une vraie aventure, en fait, on voulait retrouver ces valeurs qui étaient des valeurs familiales, des valeurs de partage, d'appartenance, de porter un maillot, parce que là, on peut se rejoindre, là, c'est vraiment ça. Et le plaisir d'entreprendre est de mener des projets communs, alors à nous deux, mais à l'ensemble d'une équipe. Je dirais qu'on y est plutôt réussi parce que 10 ans après, en fait, quand on fait juste un petit retour en arrière, on se rend compte que finalement ça a bien fonctionné et que de l'équipe de l'origine, en fait, il y en a beaucoup qui sont encore là. Et dans la fédération, il faut aussi qu'il y ait ce plaisir. Et je pense qu'on ne peut pas, on peut pas y aller contraint et forcé. On peut pas y aller par obligation. La seule obligation, c'est celle qu'on se fixe. Pour moi, c'est celle de représenter au mieux et d'influencer au mieux sur tous les intérêts de nos entreprises du bâtiment. De défendre les intérêts des entreprises, de défendre les intérêts de leurs employés, quoi. Et c'est vraiment ça, il faut pas perdre ça de vue. Et en plus, quand on le fait, quand on a constitué un bureau, quand on a un conseil d'administration avec lequel on prend plaisir à échanger, avec des acteurs économiques, parce qu'on a beaucoup de chance en Vendée, ça c'est sûr, on a des acteurs économiques avec qui il est intéressant de partager, quels qu'ils soient, eh bien, en fait, le temps ne compte pas, pratiquement pas. Alors, trouver l'équilibre, parfois, entre l'entreprise... Si je demande à votre femme si le temps compte pas, elle va me dire pareil. Alors maintenant, elle arrive à me voir un peu plus puisqu'elle est rentrée depuis le début de l'année dernière à l'entreprise. Ah, ça joue. Ça joue. Mais alors moi, je suis devenu entrepreneur à partir du moment où mes enfants ont quitté la maison. Donc, on n'a pas... Il fallait substituer quelque chose à ça et je suis arrivé au bon moment. Je peux justement, en parlant des enfants, moi je trouve que c'est aussi important qu'ils voient justement le fait qu'on soit entrepreneur, que ce soit de notre société ou aussi en tant que bénévole. Ça leur ouvre aussi l'esprit. Oui. Et ça, c'est super important. En fait, rien n'est acquis. On travaille pour faire quelque chose. Et que ce soit du bénévolat ou pour notre société, c'est donner aussi une bonne image, je trouve. Alors moi, j'ai toujours été bénévole parce que ça commence bien sûr par les enfants. Parce qu'on est en Vendée. Et ça commence dans l'école, et à l'école privée. Enfin voilà. Alors j'étais pas le GEC, c'est ma femme qui y était. Mais en fait, je participais bien évidemment à toutes les activités. Ensuite, il y a eu le basket puisqu'elles ont fait du basket. Donc j'ai fait partie du bureau du basket. En parallèle de ça, il y avait donc c'est à Saint-Florent-des-Bois, la clé. Donc c'est un échange entre le Québec et Saint-Florent. Donc on participait à ça. J'étais investi avec les deux enfants là-dedans. Et en fait, quand elles ont toutes les deux quitté la maison, j'ai repris l'entreprise. Et en fait, dans l'entreprise, si on reste dans l'entreprise, on se coupe de tout, quoi.
Il n'y a plus que c'est boulot dodo, c'est boulot dodo, ce n'est que ça. Il fallait absolument sortir la tête de l'eau. Pour se faire accompagner, on s'était fait accompagner par le réseau Rêve Entreprendre. Alors bien évidemment, c'est encore du partage là. Un chef d'entreprise nous a accompagnés pendant 2 ans, et maintenant c'est mon associé qui redonne et qui accompagne des entreprises. Enfin, je veux dire, il n'y a que du bonheur à ça, quoi. En fait, c'est ça. En fait, c'est ce que doit être, je dirais, l'engagement. Alors, l'engagement humain, alors dans une association en tant que simple bénévole, mais c'est prendre du plaisir, à partager avec les autres. Mais en tant que chef d'entreprise, je pense qu'on a vraiment un rôle à jouer, et moi je dirais qu'il est essentiel, il est obligatoire que tous les chefs d'entreprise s'engagent dans une mission comme celle-ci, de représentation, de direction d'un club, enfin peu importe, mais un rôle réellement sociétal à jouer. Les jeunes entrepreneurs, ceux qui viennent de start-up ou qui sont en train de lancer leur entreprise, ils ont cette culture de l'engagement. Je vois que vous soulevez les sourcils, Philippe. C'est une vraie question de se dire, on a l'impression, enfin en tout cas on dit souvent, les jeunes, l'engagement c'est compliqué, le bénévolat c'est avec parcimonie, quelques heures par-ci, quelques heures par-là. Comment on fait pour transmettre ça aux générations d'après ? Que vous répondre. Vous avez 2 heures. Bon, d'abord, je suis pas à penser que désormais les jeunes ne veulent plus s'engager et quoi que ce soit. Je pense que ça, c'est un biais médiatique. Il faut évacuer cette idée-là tout de suite et il se pourrait bien que... Enfin, voilà. Je crois que là-dessus, on se trompe souvent assez totalement. Sur ce que tu disais, Pascal, me faisait penser aussi que quand j'ai eu cette idée avec Alégina, j'ai pu bénéficier dès le départ de gens qui... comme on le fait, nous aussi maintenant, on s'engage dans des organisations. C'était le réseau Initiative, où j'ai eu une personne très très proche qui a pris au sérieux, qui me connaissait par mes expériences précédentes et qui a pris au sérieux cette idée que sans doute beaucoup d'autres personnes auraient évacué tout de suite en disant mais ça va pas, quoi. Et ça a été quelque chose de très important. Et donc, ensuite, on a pu bénéficier de ces organisations d'entreprises, de chefs d'entreprise, que ce soit au niveau centre de ressources pour l'innovation, que ce soit auprès du réseau Atlampol, dont nous continuons à être membres en tant qu'entreprise, parce qu'il faut aussi être capable de rendre. Et d'accompagner. Aujourd'hui, Alégina est membre de multiples réseaux, des pôles de compétitivité auxquels on participe, auxquels on contribue, y compris pour des interventions auprès d'étudiants. Enfin voilà, il y a tout ce rôle-là. Alors, on parle souvent de cet écosystème vendéen. Il est certainement un petit peu plus encore fort qu'ailleurs, mais il est très très précieux et c'est bien de pouvoir rendre aussi et apporter soi-même ce genre d'appui qui est vraiment très important. Qu'est-ce que vous diriez aux chefs d'entreprise qui écoutent cette émission, qui lisent le magazine de l'IJ, pour les convaincre de passer ce point de bascule, d'arrêter de se trouver des excuses, du manque de temps, du peur de conflit d'intérêts, du peur de l'image publique, enfin tout ce qu'on pouvait évoquer et que vous avez détricoté au fil de cette heure? Déjà, en fait, il ne faut pas perdre de vue quand même que l'entreprise reste la priorité. Il ne faut pas non plus se perdre. Et parfois, on peut être happé par tout ce qui se passe autour. Et moi, je le vois parfois par mon agenda. Il y a des semaines où il est complètement complet. Et la part de l'entreprise, en fait, est mineure dans cet agenda. Et là, je me dis, là, il y a un loup. C'est pas possible. Il faut à un moment donné. Donc, je demande à mon secrétaire je lui dis, écoute, tu m'allèges mon agenda, c'est pas possible parce que je dois aussi me consacrer à l'entreprise. Il faut pas l'oublier. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. C'est quand même l'entreprise qui est le cœur du sujet, bien évidemment. Après, ce que j'inviterais tous les chefs d'entreprise bien évidemment à s'investir, mais il est important de travailler pour soi, mais travailler aussi pour les autres, donner de son temps, ça permet aussi à s'ouvrir à l'autre, s'ouvrir à l'extérieur, et à s'ouvrir à un monde, parfois, qui nous est totalement inconnu, et de là, on en tire une grande richesse. Et alors,
pour nous trois, je le pense, est une évidence. En fait, quand j'échange avec certains chefs d'entreprise qui fonctionnent dans leur réseau, de leur territoire, de leur commune, mais ne s'intéressent pas à ce qui se passe nécessairement autour. Et je trouve ça dommage. Et un jour, il y a un autre entrepreneur qui va venir s'installer sur leur commune et qui va dire, ben voilà, il va leur prendre des parts de marché, tout ça. Mais ouais, mais ils vont lui tirer dessus. Mais non, intéressez-vous aux autres. Ça, c'est quelque chose. Il y a peut-être, si vous ne voulez pas de concurrence sur votre territoire, il y a peut-être des choses à faire au niveau de votre entreprise, à vous interroger sur ce qui se passe autour, à regarder ce qui se passe dans les autres départements. Alors moi, je partage avec d'autres présidents, forcément de toute la France. Ça me permet d'avoir aussi un œil sur tout ce qui se passe chez nos confrères. On est fiers de ce qui se passe en Vendée, mais on s'intéresse pas que ce qui se passe en Vendée. Il y a des choses très belles qui se font ailleurs. Et il est intéressant de s'en inspirer. Puisqu'un jour, bien évidemment, il y a des idées qui vont arriver de l'extérieur et qui vont venir là. On ne l'avait pas vu venir, celle-ci. Mais non, mais ça nous permet aussi de nous ouvrir sur un monde extérieur, d'accompagner aussi des gens, de recevoir. Et encore, là, ce partage que l'on a dans nos entreprises, dans nos fédérations, en fait, il est hyper enrichissant. Donc, venez, en fait, il ne faut pas hésiter, il faut y aller, il faut s'engager. Sortir de sa place de parking, comme dit Jean Tesson. Ah, complètement, il faut en sortir, bien évidemment. Et après, en fait, c'est que du bonheur, quoi. Du bonheur, mais il faut réussir à caler ce bonheur dans son emploi du temps et trouver l'équilibre entre l'entreprise, l'engagement extra-professionnel et la vie de famille. Elisabeth ? C'est exactement ça. Et moi, j'avais le mot richesse aussi dans la tête. Tout seul, c'est pas possible. Enfin, je le dis, je le redis, tout seul, c'est pas possible. Que pour notre société, pour notre entreprise, ou même moi dans le monde du bénévolat, tout seul, c'est pas possible. C'est très important. Et puis en plus de ça, le mot plaisir, c'est vraiment le maître mot. Alors, quand on s'était eu au téléphone, on avait pour échangé. Préparer l'émission. Ouais. Qu'est-ce qui me ferait arrêter ? J'avais dit les limites. Ouais. Les limites, c'est vrai que c'était le respect. Si un jour on manque de respect, en tant que femme, pas en tant que dirigeante, mais en tant que femme, parce que de toute façon, quand on est président d'un club, quand on est président d'une fédération, évidemment, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais ça, après, c'est comme ça, et voilà. Mais le manque de respect me ferait arrêter, mais je pense aussi le manque de plaisir. Moi, la saison dernière, j'ai eu un manque de plaisir. Mon plaisir à moi, c'est d'aller au match, de regarder les garçons, de voir cette patinoire pleine. Ça, c'est mon plaisir, et j'en avais plus. Et j'étais vraiment, vraiment à la limite d'arrêter. Et puis derrière, il y a justement vos partenaires qui sont là, il y a vos joueurs qui sont là, il y a vos mineurs qui sont là, il y a vos parents qui sont là, qui disent « Mais non, il faut que tu continues ». Et puis, c'est se faire aider, en fait. Ne pas être tout seul. Philippe ? Oui, je vais rebondir d'une part sur ce que disait Pascal et puis sur ce que vous disiez aussi. S'intéresser à ce qui se passe autour, c'est se donner les moyens d'être capable de comprendre le monde dans lequel on est. C'est une activité, qu'on soit chef d'entreprise, qu'on soit élu. Effectivement, si on se focalise que sur ça, on ne voit plus rien. On ne voit pas ce qu'il y a autour et on est évidemment beaucoup moins armé, y compris dans l'intérêt de son mouvement, de son entreprise. On sera de toute façon moins efficace parce qu'on n'aura pas compris. Il se passe plein de choses autour et il vaut mieux être dedans. Il y a cette idée de rendre quelque chose et de partager, mais il y a aussi de continuer de s'alimenter de ce qui bouge dans notre société et dans notre environnement. Et puis à la notion de plaisir, moi j'en ajouterais une qui est celle de la satisfaction. Et c'est la satisfaction d'un travail bien fait, c'est la satisfaction d'avoir réussi quelque chose, c'est la satisfaction qu'on donne aussi autour de soi. On parlait des enfants, je me disais tiens, une des plus belles récompenses, est-ce que c'est pas des fois la fierté des enfants, par exemple, en disant dis donc, papa, ce que tu fais, c'est bien. Et ce genre de choses, ça vous nourrit, et ça alimente, c'est évident, votre petit moteur. Et la notion du plaisir ne suffit pas, parce que aller vers cette satisfaction, ça passe aussi par accepter des moments qui ne sont pas des moments de plaisir, qui sont des moments difficiles. Voilà, donc il y a tout ça, et je pense qu'on jongle toujours avec ça, avec cette dimension d'une charge qui est là, mais pour une cause qui est belle. Moi, j'avais toujours une expression quand j'étais maire, c'était faire des choses plus grandes que soi. Et ça nourrit, en tout cas pour moi, c'est un moteur assez puissant.
Merci beaucoup à tous les trois pour ces beaux partages que vous nous avez faits sur l'engagement. J'espère que ça va avoir fait des déclics chez les personnes qui vont nous écouter. Elisabeth Bricard, je rappelle que vous êtes la présidente du Ogli, le club de hockey basé à la Roche-sur-Yon, et que vous êtes associée au cabinet FH Invest. Philippe Gabriot, vous êtes président d'Alégina, vous êtes ancien maire de Dompierre-sur-Yon, entrepreneur du public, si on a bien compris ce que vous nous avez dit. Et Pascal Rousselot, vous êtes gérant associé de DVB qui est basé au Poiré-sur-Vie, et vous êtes aussi le président de la Fédération française du bâtiment en Vendée. Et c'est le moment d'accueillir Marie Laudoire. Bonjour Marie. Bonjour Aubéry. Vous aussi, vous êtes journaliste économique pour le magazine IJ. Et alors, vous allez nous parler de ce qu'on va pouvoir retrouver dans le dernier magazine de l'année. Qui est-ce qui fait la une ? David Giraudot, directeur général de la Micaline. J'ai eu l'honneur de l'interviewer à l'occasion des 40 ans de l'enseigne vendéenne. Porté par l'instinct visionnaire de son fondateur André Barthaud et consolidé par un modèle de franchise singulier, la Micaline a bouleversé les codes et les usages de la boulangerie en misant sur le cru surgelé et sur une offre de restauration rapide. 15 ans après avoir pris la direction générale de l'entreprise familiale, David Giraudot doit composer avec une concurrence plurielle et ajuster les leviers économiques de l'enseigne vendéenne, le tout sans jamais renier l'audace et les valeurs de son fondateur. On se souvient de l'audace que nous avait partagé André Barthaud dans le premier numéro de Parlons-en. Dans ce nouveau numéro de l'IJ, on va aussi parler d'un autre géant, une marque qui nous parle, celle de Malango, pionnier dans le café français bio équitable. L'entreprise, le siège est dans les Alpes-Maritimes, mais la mue industrielle, elle se fait ici, chez nous, en Vendée. Et c'est Mathieu qui était avec nous il y a quelques instants qui signe cet article. C'est effectivement un sujet signé Mathieu Marin. Malango a inauguré il y a quelques semaines à Aubigny-les-Clouseaux une nouvelle usine dédiée à la fabrication de ces 2 machines à café. Un site de 3500 m², pensé pour relocaliser la production, moderniser les lignes d'assemblage et renforcer le savoir-faire français. Derrière cet investissement de 5 millions d'euros, une ambition claire, maîtriser toute la chaîne de production, du café cultivé en filière durable jusqu'aux machines assemblées sur place. Une étape stratégique pour une entreprise engagée depuis plus de 30 ans dans le commerce équitable. Et puis au sommaire aussi, ce mois-ci, il y a le Salon Nautique à Paris qui vient de se terminer. Il y a eu des grosses annonces de géants vendéens et vous nous faites un focus sur X-Boat. C'est un projet de plaisance éco-responsable et multigénérationnel. Et oui, cher Aubery, à l'origine du projet, Gilles Wagner, ancien dirigeant de Privilèges Marine et fondateur d'Aptoussi. XP-Boat, c'est un concept de bateau éco-conçu et propulsé par des énergies propres. Il est spécialement pensé pour la location à la journée et des escapades conviviales et multigénérationnelles. Imaginé aussi pour un usage inclusif, XP-Boat pourra accueillir des personnes à mobilité réduite. Autre petit plus, ce bateau de plaisance respectueux de son environnement est accessible avec ou sans permis. Mise à l'eau du prototype au printemps 2027 dans la baie des Sables d'Olonne. Et on retrouve qui ce mois-ci dans notre cercle des experts ? Ce mois-ci, Aubery focus sur la réforme qui va bouleverser les pratiques RH, la transposition dans le droit français de la directive européenne sur la transparence salariale. Alors, selon notre experte IJ, Charlotte de Kersozon, avocate associée du cabinet Square, plusieurs changements majeurs s'imposent pour les entreprises. D'abord, toute offre d'emploi devra indiquer la rémunération prévue ou du moins une fourchette. La directive précise aussi que l'employeur n'est pas autorisé à demander au candidat sa rémunération à son poste actuel.
Les employeurs devront également pouvoir démontrer que leurs salariés sont rémunérés équitablement pour un travail de même valeur, sans aucune discrimination, sous peine évidemment de sanctions. Applicable dès le 7 juin 2026, cette réforme oblige à revoir les pratiques internes tout en renforçant l'égalité et la transparence au sein des entreprises. Et pour terminer, Aubéry, chers auditeurs, ne manquez pas non plus dans ce numéro d'IJ la déclinaison papier de notre émission du mois de novembre. Mécénat, les entreprises peuvent-elles encore être généreuses? Émission que vous pouvez retrouver en podcast sur les sites web de RCF Vendée et d'IJ, ainsi que sur les grandes plateformes d'écoute. Merci Marie, merci aussi Mathieu Marin pour la co-animation de ce nouvel épisode de Parlons-en. On se retrouvera au tout début de l'année prochaine. À bientôt.